Imaginez la scène suivante. Vous êtes en 1967. Vous avez 18 ans. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Une fille, un garçon, peu importe. Vous avez passé la soirée ensemble. Et maintenant vous voulez lui parler. Pas demain. Ce soir. Maintenant. Ce besoin urgent, brûlant, de réentendre cette voix. Vous n'avez pas de téléphone chez vous. Beaucoup de familles françaises n'en avaient pas encore en 1967. En fait, à cette époque, moins d'un foyer français sur 5 possédait un téléphone. Obtenir une ligne téléphonique pouvait prendre des années d'attente. Des années. Alors vous faites ce que tout le monde faisait. Vous enfilez votre manteau. Vous descendez dans la rue. Vous cherchez des yeux la cabine téléphonique. Ce petit kiosque en verre et métal, souvent rouge ou jaune, éclairé de l'intérieur comme une lanterne dans la nuit. Vous poussez la lourde porte. Vous entrez dans ce petit espace intime et public à la fois. Intime parce que vous êtes seul. Public parce que tout le monde peut vous voir de l'extérieur. Vous fouillez dans votre poche. Vous trouvez un jeton. Et tout commence là. D'où tout a commencé. Le téléphone public en France a une histoire longue et étonnamment complexe. Les premières cabines téléphoniques publiques apparurent dans les grandes villes françaises à la fin du XIXe siècle. Mais elles étaient rares, coûteuses à utiliser et réservées à une élite. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le téléphone public commença vraiment à se démocratiser. Et avec lui apparut un objet qui allait devenir l'un des symboles les plus puissants de toute une époque, le jeton téléphonique. Le jeton, en français on l'appelait parfois simplement le jeton de téléphone ou le cadran dans certaines régions, était une petite pièce en métal, généralement en aluminium ou en laiton, légèrement plus lourde qu'une pièce de monnaie ordinaire. Il n'avait pas de valeur monétaire officielle. Il n'était pas une pièce de monnaie. C'était un objet de médiation. Une clé. Un sésame qui ouvrait la porte à la voix de quelqu'un. On les achetait à l'avance. Au bureau de tabac, au comptoir d'un café, parfois dans de petits distributeurs accrochés au mur près des cabines. On les gardait dans sa poche, dans son sac, au fond d'un tiroir à la maison, comme une réserve de communication potentielle. Avoir des jetons sur soi, c'était être prêt à contacter le monde. Le rituel du jeton, une chorégraphie bien précise. Téléphoner en 1967 n'était pas un geste anodin. C'était un rituel complet, avec ses étapes, ses gestes, ses sons. Une chorégraphie que le corps mémorisait et que les mains exécutaient presque sans y penser après quelques fois. Premier geste, vous poussiez la porte de la cabine. Elle était lourde, une vraie porte, pas un simple battant. Quand elle se refermait derrière vous, le bruit de la rue s'atténuait. Vous étiez dans une bulle. Un espace suspendu entre le monde extérieur et la voix que vous alliez appeler. Deuxième geste, vous décrochiez le combiné. Ce combiné en bakélite noir ou gris, lourd, solide, fait pour durer des décennies. Vous l'appuyiez contre votre oreille et vous entendiez la tonalité. Ce son, une tonalité continue, régulière, légèrement bourdonnante, était le son de la connexion possible. Le son de l'attente avant la parole. Troisième geste, vous posiez le jeton dans la fente. Pas tout de suite. Vous le teniez entre le pouce et l'index. Vous composiez le numéro sur le cadran rotatif. Ce cadran qui résistait légèrement sous le doigt, qui tournait avec une légère résistance mécanique et qui revenait à sa position avec son caractéristique, clac, 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 que chaque chiffre produisait en revenant en place. Et puis, la sonnerie à l'autre bout. Et vous attendiez. Quatrième geste, le plus crucial. Quand quelqu'un décrochait à l'autre bout, vous entendiez sa voix. Et à ce moment précis, vous deviez enfoncer le jeton. Appuyez sur le bouton. Si vous n'appuyiez pas, la communication ne s'établissait pas. L'autre entendait votre voix. Vous entendiez la sienne. Mais la ligne restait suspendue dans un no man's land technique jusqu'à ce que ce geste soit accompli. Ce geste, appuyé sur ce bouton au moment précis où vous entendiez la voix, avait quelque chose de presque cérémoniel. Comme si vous signiez un contrat. Comme si vous disiez « Oui, je confirme. Je veux vraiment parler à cette personne, et je suis prêt à payer pour ça. » Le temps comptait. Une philosophie de la parole,
La communication téléphonique en cabine avait une contrainte que nous avons complètement oubliée aujourd'hui. Elle était limitée dans le temps et dans le budget. Un jeton donnait droit à une durée de communication limitée, quelques minutes, selon les tarifs et les époques. Quand le temps touchait à sa fin, un signal sonore avertissait, un bip ou un déclic dans la ligne. Et si vous vouliez continuer, il fallait insérer un nouveau jeton rapidement, sans interrompre la conversation. Ça voulait dire quelque chose d'essentiel. Chaque mot coûtait quelque chose. Pas métaphoriquement, vraiment, concrètement. Chaque seconde de conversation avait un prix, et ce prix vous rendait attentif. Il vous forçait à choisir vos mots. Vous ne passiez pas 2 heures au téléphone pour ne rien dire. Vous ne laissiez pas des silences de 20 secondes pendant lesquels vous cherchiez quoi raconter. Vous prépariez mentalement ce que vous vouliez dire avant de composer le numéro. Vous aviez une liste, pas écrite, mais dans la tête. Les choses importantes à dire, les questions à poser, les nouvelles à donner. Et cette préparation transformait la conversation téléphonique en quelque chose de précieux. Vous raccrochiez en ayant dit ce que vous vouliez dire. L'autre avait dit ce qu'il voulait dire. Rien n'était laissé traîner, rien n'était noyé dans des heures de bruit de fond. La contrainte créait la qualité. La cabine comme espace social. La cabine téléphonique n'était pas qu'un équipement technique. C'était un espace social à part entière dans le paysage urbain français. Il y avait des queues devant les cabines, surtout le soir, surtout le dimanche, quand les tarifs baissaient et que tout le monde appelait sa famille en province. Vous attendiez dehors, vous voyiez l'intérieur de la cabine à travers la vitre, la silhouette de l'inconnu qui téléphonait, son dos tourné, ses gestes, parfois ses expressions. Vous ne l'entendiez pas, la cabine isolait bien du son, mais vous voyiez une conversation se dérouler, comme un film muet. Et quand c'était votre tour, vous saviez que quelqu'un attendait derrière vous. Cette conscience de l'autre, de la personne qui patientait dans le froid pendant que vous parliez, vous rendait raisonnable. Vous ne vous éternisiez pas. Vous finissiez votre conversation, vous sortiez, vous teniez la porte pour le suivant. C'était une micro-civilisation. Un espace de règles implicites, de courtoisie obligatoire, de partage d'une ressource rare. Il y avait aussi les cabines dans les cafés, ces téléphones accrochés au mur du fond, près des toilettes, dans un couloir semi-obscur. Vous demandiez des jetons au comptoir. Le patron vous les donnait. Et pendant que vous téléphoniez, la vie du café continuait autour de vous. Les voix, le cliquetis des tasses, l'odeur du tabac et du café. Votre conversation privée se déroulait dans un bain de vie collective. Il fallait parfois élever la voix, répéter, et accepter que votre conversation ne soit pas entièrement secrète. C'était une forme d'intimité différente, une intimité qui coexistait avec la présence des autres, qui n'avait pas besoin d'une pièce fermée à clé pour exister. Les heures creuses, une autre façon de vivre le temps. Il y avait un rituel particulier lié au téléphone que toute une génération de Français connaît et que les jeunes d'aujourd'hui trouveront presque incompréhensible. Attendre minuit pour téléphoner. Les tarifs téléphoniques en France variaient selon les heures. Les communications étaient bien plus chères pendant la journée, les heures de travail, les heures pleines. Et elles devenaient nettement moins chères, parfois de moitié, passé une certaine heure du soir. Souvent 22 heures, parfois minuit. Et alors se développa un rituel très particulier dans les familles françaises, dont des membres vivaient loin, en province, à Paris, à l'étranger. On n'appelait pas n'importe quand. On attendait. On regardait l'horloge. On se disait « À minuit, j'appelle maman » ou « Dimanche soir après 22 heures, je téléphone à mon frère ». Cette attente n'était pas vécue comme une contrainte insupportable. Elle était vécue comme un rendez-vous, comme quelque chose qu'on anticipait. Pendant toute la journée, vous saviez que ce soir, à minuit, vous alliez entendre la voix de quelqu'un que vous aimiez. Et cette anticipation donnait à la conversation une saveur particulière, la saveur de la chose attendue, préparée, désirée. Aujourd'hui, vous pouvez appeler n'importe qui, n'importe quand, gratuitement, depuis votre poche. Et combien de fois par semaine appelez-vous vraiment quelqu'un? Pas un message, pas un emoji, pas un vocal de 30 secondes, mais vraiment téléphoner,
entendre une voix, parler. La rareté créait le désir. L'abondance a tué le rendez-vous. Comment et pourquoi tout a disparu? La fin du jeton téléphonique arriva en plusieurs vagues. La première vague, dans les années 1970, fut l'introduction de la télécarte. Une carte prépayée en plastique, avec une puce magnétique, qui remplaça progressivement les jetons dans les cabines publiques. Plus pratique, plus hygiénique, moins de manipulation de métal. Le jeton disparut des cabines officielles, mais continua à vivre dans les cafés et les restaurants encore quelques années. La deuxième vague, dans les années 1980 et 1990, fut la démocratisation du téléphone fixe. Le plan câble et le grand effort de modernisation des télécommunications françaises, lancé dans les années 1970, porta ses fruits. Au milieu des années 1980, la France était devenue l'un des pays les mieux équipés en ligne téléphonique d'Europe. Presque chaque foyer avait son téléphone. Les cabines devinrent moins nécessaires. Et puis, la troisième vague, la plus puissante et la plus définitive, le téléphone portable. Les premiers mobiles grand public apparurent en France dans les années 1990. Au tournant des années 2000, ils étaient devenus universels. Les cabines téléphoniques, ces petits monuments de verre et de métal qui avaient ponctué chaque rue, chaque place, chaque gare de France, commencèrent à disparaître. France Télécom, devenue Orange, démantela progressivement son réseau de cabines publiques. En 2022, les dernières cabines téléphoniques publiques en France furent officiellement retirées du service. Un réseau de plus de 160 000 points de communication, construit sur un siècle, démantelé en quelques années. Les emplacements vides sont encore visibles dans certaines rues de province. Un carré de béton légèrement plus propre que le trottoir autour. Un trou dans le mur où était fixé le support. La trace d'une absence. Ce que nous avons vraiment perdu. On pourrait dire, et ce serait vrai, que le téléphone portable a libéré les gens. Plus besoin de chercher une cabine dans le froid. Plus besoin de jetons. Plus besoin d'attendre minuit. La communication est devenue instantanée, universelle, gratuite. Et pourtant, nous avons perdu le poids de la parole. Cette conscience que chaque mot coûtait quelque chose, en argent, en effort, en temps. Cette préparation mentale avant d'appeler, ce rendez-vous anticipé avec une voix aimée. Nous avons perdu aussi l'espace de la conversation. La cabine était un lieu dédié, un espace où vous alliez exprès pour parler à quelqu'un. Vous quittiez votre environnement habituel, vous entriez dans cet espace particulier. Et cet acte de quitter et d'entrer donnait à la conversation une importance, une intention. Aujourd'hui, vous téléphonez en conduisant, en faisant la queue au supermarché, en marchant dans la rue, en mangeant. La conversation téléphonique n'a plus de lieu propre. Elle s'est dissoute dans tous les moments de la vie. Et en se dissolvant partout, elle est devenue invisible, inaudible, sans poids. Le jeton était lourd dans la paume. Ce poids nous manque, même si nous ne savons plus très bien pourquoi. Imaginez un matin ordinaire. Pas extraordinaire. Pas un dimanche de fête. Pas un jour de marché. Un mardi quelconque, gris, avec un peu de brouillard sur les toits. Vous avez 7 ans. Votre mère vous secoue doucement l'épaule avant que le réveil sonne. Elle vous dit « Va chercher le pain ». Elle glisse dans votre main un petit rectangle de papier, un ticket et quelques centimes. Vous descendez l'escalier en colimaçon, encore à moitié endormi. Vous poussez la porte de l'immeuble. Le froid du matin vous gifle doucement. Et déjà, avant même de voir la boulangerie, vous la sentez. Cette odeur qui n'existe nulle part ailleurs sur terre. La croûte dorée, la mie chaude, la levure, le blé transformé par le feu en quelque chose qui ressemble à un miracle quotidien. Vous poussez la porte de la boulangerie. La cloche tinte, exactement comme chez l'épicier. Mais le son est différent ici. Plus léger, plus joyeux, presque. Madame Dupuis est derrière le comptoir, les avant-bras farineux, les joues roses de la chaleur du four. Elle vous reconnaît. Elle sait déjà ce que vous venez chercher. Une baguette, comme tous les matins.
parfois 2 si votre père est là. Vous posez le ticket sur le comptoir. Elle le prend, le regarde à peine. Elle connaît sa valeur par cœur. Elle se retourne, prend une baguette dans le casier, l'enveloppe à moitié dans un fin papier blanc, et vous la tend par-dessus le comptoir. La baguette est presque aussi grande que vous. Vous la prenez à 2 mains, vous sentez sa chaleur à travers le papier. Vous sortez. Et sur le chemin du retour, parce que c'est ainsi depuis que les enfants vont chercher le pain et que les boulangers font des baguettes, vous en mordez le bout, ce crouton craquant, chaud, qui libère une bouffée de vapeur quand on le casse. Ce goût qui n'a pas de nom parce qu'il est trop fondamental pour avoir besoin d'un nom. C'est le pain. C'est le matin. C'est la France de 1965, d'où tout a commencé, une histoire de pénurie et de contrôle. Pour comprendre le ticket de pain, il faut remonter un peu en arrière. Pas jusqu'en 1965, mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, de 1940 à 1944, la France vécut sous un régime de rationnement alimentaire imposé par les autorités d'occupation allemandes. La nourriture était rare, contrôlée, distribuée selon des quotas. Et c'est à cette époque qu'apparurent les tickets de rationnement, des petits rectangles de papier officiels, numérotés, tamponnés, qui donnaient droit à une quantité précise de nourriture. Tant de grammes de viande, tant de grammes de sucre, tant de grammes de pain. La baguette de pain sous l'occupation était un luxe. Les farines étaient mélangées, blé, seigle, parfois des substituts moins nobles. Le pain était gris, lourd, dense. Et pour en avoir, il fallait présenter son ticket. La guerre se termina en 1944. Mais la pénurie, elle, ne s'arrêta pas immédiatement. La reconstruction prit du temps, et le rationnement du pain en France ne fut officiellement levé qu'en 1949, 4 ans après la fin de la guerre. 4 ans pendant lesquels les Français continuèrent à faire la queue avec leurs tickets pour obtenir leur ration quotidienne de pain, le ticket de boulangerie, de la pénurie à la tradition. Mais voilà quelque chose de remarquable et de très français. Quand le rationnement officiel fut levé, quand il ne fut plus obligatoire de présenter un ticket pour acheter du pain, le ticket ne disparut pas entièrement. Il se transforma. Il muta. Il devint autre chose. Dans de nombreuses boulangeries de quartier, surtout dans les classes ouvrières et les familles de modestes, le système du ticket ou du carnet de crédit survécut au rationnement officiel sous une forme adaptée, non plus imposée par l'État, mais choisie, librement, par arrangement entre le boulanger et ses clients réguliers. Cela fonctionnait de plusieurs façons selon les régions et les boulangers. Dans certaines boulangeries, il y avait un carnet de compte, exactement comme chez l'épicier dont nous avons parlé. Vous aviez votre page. Le boulanger notait chaque baguette, chaque pain de campagne, chaque croissant du dimanche, et vous régliez en fin de semaine ou en fin de mois. Dans d'autres boulangeries, surtout dans les petites villes et les villages, il y avait un système de tickets prépayés. Vous achetiez un carnet de tickets d'avance, quand vous aviez de l'argent, et vous les utilisiez au fur et à mesure, les jours où votre poche était vide. C'était une forme d'épargne alimentaire. Vous mettiez de côté, non pas de l'argent, mais des repas. Et dans d'autres cas encore, il n'y avait pas de ticket du tout, juste une confiance nue. Le boulanger savait que vous reviendriez payer. Vous le saviez aussi. Et cette certitude mutuelle suffisait. La baguette, un objet politique et culturel. Il faut s'arrêter un instant sur la baguette elle-même, parce que la baguette n'est pas simplement du pain. C'est un objet culturel, presque politique, profondément lié à l'identité française, et son histoire est plus complexe et plus récente qu'on ne le croit généralement. La baguette sous sa forme moderne, longue, fine, à la croûte dorée et craquante, n'est pas une invention médiévale. Elle date du début du XXe siècle, et certains historiens suggèrent qu'elle se répandit largement après une loi de 1920 qui interdisait aux boulangers de commencer à travailler avant 4 heures du matin. Impossible alors de préparer les gros pains ronds traditionnels à temps pour le petit déjeuner. Mais la baguette, plus fine, cuisait plus vite. Elle était prête à l'aube. Elle devint rapidement le pain quotidien des Français, et surtout des Parisiens et des citadins. 2 fois par jour, parfois 3, le matin pour le petit déjeuner,
Le midi pour accompagner le repas, le soir pour le dîner. On allait chercher la baguette fraîche. Pas de congélateur, pas de pain de mie en sachet qui dure une semaine. La baguette d'aujourd'hui était raciste demain. Il fallait en acheter une nouvelle. Cette obligation de fraîcheur était en réalité un lien social. Elle forçait à sortir de chez soi au moins une fois par jour. Elle forçait à traverser la rue, à pousser une porte, à dire bonjour à quelqu'un. Elle rythmait la journée d'une façon si profonde et si naturelle que personne n'y pensait comme à une contrainte. C'était simplement la vie. La boulangerie comme institution sociale. La boulangerie de quartier en 1965 était bien plus qu'un commerce alimentaire. C'était une institution sociale au sens le plus fort du terme. Elle ouvrait tôt, souvent dès 5 heures du matin, quand le premier fourneau sortait du four. Et cette ouverture précoce rythmait le réveil du quartier. Les odeurs de pain chaud descendaient dans la rue, avant même que les lampadaires s'éteignent. C'était un signal olfactif, le signal que la journée commençait, que la ville se réveillait, que quelqu'un avait veillé toute la nuit pour que votre petit déjeuner soit prêt. Car c'était ça, la réalité cachée derrière la baguette chaude du matin. Quelqu'un n'avait pas dormi. Le boulanger, ou la boulangère, ou les deux ensemble dans ces boulangeries familiales si typiques, commençait son travail à minuit, à 1 heure du matin, à 2 heures. Pendant que la ville dormait, il pétrissait, façonnait, enfournait. Il vivait à l'envers du reste du monde, dans une solitude de farine et de feu, pour que vous trouviez du pain chaud en ouvrant les yeux. Cette réalité donnait à la baguette une dimension presque morale. Ce n'était pas simplement un produit. C'était le résultat d'un effort humain nocturne, discret, anonyme. Un cadeau fait chaque matin à tout le quartier. La boulangère, Madame Dupuis, Madame Martin, peu importe le nom, connaissait ses clients. Elle savait que la famille Renard prenait 2 baguettes bien cuites. Elle savait que le vieux monsieur Aubert aimait son pain, pas trop cuit, avec la croûte douce. Elle savait que les enfants Moreau passaient donc toujours en rentrant de l'école et avaient le droit à un petit pain au chocolat le jeudi. Parce que le jeudi, il n'y avait pas école l'après-midi, et c'était le jour de fête des enfants. Elle savait tout ça, et elle s'en souvenait, sans application, sans fichier client, sans programme de fidélité, juste avec la mémoire du cœur. Le jeudi et le pain au chocolat. Une parenthèse sur le temps des enfants. Il faut parler du jeudi. Parce que le jeudi en France avant 1972, avant que la réforme scolaire ne le remplace par le mercredi, était le jour sans école pour les enfants. Et ce jeudi avait une texture particulière dans la vie de l'enfant français des années 1960. Le matin du jeudi, on allait chercher le pain, mais on avait le temps. On ne courait pas. On passait plus longtemps chez la boulangère. On regardait les croissants alignés sur le plateau, les éclairs au chocolat derrière la vitre, les chaussons aux pommes encore brillants de dorure. On hésitait, on choisissait. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ces fois qui rendaient pas le jeudi sacré, la boulangère glissait dans le sac sans le faire payer, un petit quelque chose. Un bout de pain encore chaud, un bonbon. Un geste minuscule et gratuit qui transformait une transaction commerciale en un moment de grâce. Ces petits gestes gratuits, ce sont eux qu'on cherche désespérément aujourd'hui dans les programmes de fidélité, les points cumulés, les remises personnalisées. On a industrialisé la générosité, on l'a algorithmisée, et ce faisant, on l'a vidée de sa substance. La générosité qui se calcule n'est plus de la générosité. Comment et pourquoi tout a disparu? La boulangerie de quartier n'a pas disparu d'un coup. Elle disparaît encore aujourd'hui, lentement, régulièrement, une fermeture tous les quelques jours quelque part en France. Le premier facteur de déclin fut, là encore, la grande distribution. Dans les années 1970 et 1980, les supermarchés commencèrent à vendre du pain. D'abord du pain demi-industriel, puis des baguettes pré-cuites à réchauffer, puis des fours à pain intégrés dans les rayons. Ce pain était moins bon, tout le monde le savait, tout le monde le disait. Mais il était là, disponible à n'importe quelle heure, sans détour, sans queue. Le deuxième facteur fut le changement des habitudes alimentaires. Les familles françaises mangèrent
progressivement moins de pain. La baguette quotidienne, 2 fois par jour, parfois 3, laissa place à des habitudes plus irrégulières. Le pain devint optionnel, là où il avait été obligatoire. Le troisième facteur fut économique et humain à la fois, la transmission. Le boulanger qui avait passé 30 ans à se lever à minuit voulait se reposer. Ses enfants, eux, ne voulèrent pas reprendre ce rythme épuisant, ce travail nocturne, ces journées à l'envers. Ils avaient fait des études, ils voulaient autre chose. Et trouver un repreneur pour une petite boulangerie de village, quelqu'un prêt à vivre cette vie-là, devint de plus en plus difficile. Alors les boulangeries fermèrent, les volets restèrent clos, les fours s'éteignirent. Et dans les villages de France, il y a aujourd'hui des centaines d'endroits où l'on doit faire 10, 15, 20 kilomètres pour trouver une boulangerie. Des endroits où, le matin, il n'y a plus d'odeur de pain dans l'air, plus de cloches qui tintent, plus de Madame Dupuis avec ses avant-bras farineux. Juste le silence. Et le pain en sachet au distributeur automatique de la station-service sur la nationale. Ce que nous avons vraiment perdu. Le pain existe toujours. Il est partout. On peut en trouver à 3 heures du matin dans les épiceries de nuit. On peut le commander en ligne et se le faire livrer. Il est moins cher, plus accessible, plus varié qu'il ne l'a jamais été. Mais quelque chose s'est cassé dans ce rapport quotidien au pain que les Français avaient cultivé pendant des siècles. Nous avons perdu le rythme. Cette obligation douce et bienveillante de sortir de chez soi 2 fois par jour pour aller chercher du pain frais. Cette ponctuation de la journée, ce prétexte magnifique pour croiser un voisin, pour dire bonjour à la boulangère, pour sentir l'air du matin ou du soir sur son visage pendant quelques minutes. Nous avons perdu la chaleur comme événement. La baguette qui sort du four n'est pas simplement chaude. Elle est chaude maintenant, dans vos mains, maintenant. Cette immédiateté, cette connexion directe entre le feu du four et la chaleur dans vos paumes, est quelque chose que le pain en sachet ne peut pas offrir. Il est à température ambiante, il est neutre, il est déjà mort, d'une certaine façon, au moment où vous le prenez. Et nous avons perdu le nom du boulanger, comme nous avons perdu le nom du laitier, le nom de l'épicier, ces noms qui étaient cousus dans la vie quotidienne des gens, Madame Dupuis, Monsieur Renard, la boulangerie du coin. Ces noms qui signifiaient que quelqu'un, quelque part, avait veillé pour vous, avait travaillé dans l'obscurité pour que votre matin soit bon. Aujourd'hui, le pain vient de nulle part. Il arrive dans un sachet sans visage, sans nom, sans histoire. Il nourrit le corps, mais il ne nourrit plus rien d'autre. Imaginez un soir d'hiver. Pas de télévision dans le salon, ou alors une télévision, mais petite, en noir et blanc, et qui ne diffuse que 2 chaînes qui s'arrêtent à 23 heures. Le père est rentré du travail. La mère finit de débarrasser la table après le dîner. Les enfants ont fait leurs devoirs sur la toile cirée de la cuisine. La vaisselle est faite. Les volets sont fermés sur le froid du dehors. Et alors, quelqu'un allume la radio. Pas pour mettre un fond sonore, pas pour remplir le silence, pas comme on allume Spotify aujourd'hui en faisant autre chose. On allume la radio parce que c'est l'heure. Parce que ce soir, à 20h30, il y a l'émission. Celle que tout le monde attend. Celle dont on parlera demain matin à l'épicerie, à l'usine, dans la cour de l'école. La famille s'installe. Le père dans son fauteuil. La mère sur le canapé, peut-être avec un tricot dans les mains, parce qu'on ne restait jamais complètement oisif en ce temps-là. Les enfants par terre, sur le tapis devant le poêle. Et le poste de radio, ce meuble imposant, avec son cadran lumineux vert ou orange, ses boutons en bakélite, son tissu tendu devant le haut-parleur, trône au centre de la pièce comme un hôtel domestique. Le présentateur parle, et tout le monde écoute. D'où tout a commencé, la radio entre dans les foyers français. La radio en France n'est pas une invention des années 1960. Elle est bien plus ancienne, et son histoire est intimement liée à l'histoire politique et sociale du pays. Les premières émissions radiophoniques régulières en France datent des années 1920. Dans les années 1930, la radio devint progressivement un objet de masse. Les postes se démocratisèrent, les prix baissèrent, et de plus en plus de foyers français purent s'offrir cet appareil extraordinaire qui faisait entrer le monde entier dans le Massio Tanzisserbrin Salon.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio joua un rôle historique que tous les Français connaissent. C'est par la radio, le 18 juin 1940, que le général de Gaulle lança son appel depuis Londres. La BBC française, Radio Londres, devint la voix de la résistance, écoutée clandestinement dans des millions de foyers. La radio n'était plus simplement un appareil de divertissement, c'était un lien vital, une bouée dans l'obscurité. Après la guerre, cette relation émotionnelle profonde entre les Français et leur radio ne disparut pas. Elle se transforma. La radio devint le compagnon de la reconstruction, de la prospérité retrouvée, des Trente Glorieuses. Et dans les années 1960, l'époque dont nous parlons, elle était à son âge d'or. Le paysage radiophonique de 1965, un monde de voix. En 1965, le paysage radiophonique français était à la fois simple et riche. Simple, parce qu'il n'y avait pas des centaines de chaînes, il y en avait quelques-unes, bien définies, bien identifiées. Riche, parce que chacune de ces chaînes avait une personnalité, un public, une culture. Il y avait d'abord les chaînes publiques, RTF puis ORTF, qui diffusaient France Inter, France Culture, France Musique. Des chaînes sérieuses, ambitieuses, qui croyaient que la radio pouvait éduquer, élever, transporter. Des chaînes qui diffusaient des pièces de théâtre, des lectures de romans, des émissions scientifiques, des débats philosophiques. Et puis, il y avait les radios périphériques, Europe 1, RTL, Radio Monte-Carlo, qui émettaient depuis l'étranger ou depuis les frontières pour contourner le monopole public. Ces chaînes étaient de plus populaires, plus légères, plus proches des goûts du grand public. C'est là qu'on entendait les variétés françaises, Édith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, Françoise Hardy, Sylvie Vartan. C'est là qu'on suivait les feuilletons radiophoniques. C'est là que battait le cœur populaire de la France des années 1960. Chaque famille avait ses chaînes, ses émissions, ses présentateurs favoris. Et ses préférences étaient constitutives de l'identité familiale, aussi importante, d'une certaine façon, que la marque de café qu'on achetait ou la façon dont on votait. Les émissions qui rassemblaient, une liste de fantômes. Pour comprendre ce que la radio représentait en 1965, il faut nommer des émissions, les nommer, même si une partie des auditeurs d'aujourd'hui ne les a jamais entendues, parce que leurs noms seuls suffisent à faire remonter quelque chose dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Le tribunal de grande instance sur Europe 1, une émission qui reconstituait de vrais procès criminels, avec des acteurs qui jouaient les accusés, les avocats, les témoins. La France entière s'arrêtait pour écouter. On débattait ensuite du verdict pendant des jours. Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter, des entretiens longs, profonds, intimes, avec des personnalités de tous horizons. Chancel avait le génie de faire parler les gens de leur vie intérieure, de leurs doutes, de leurs peurs. Dans un monde où la pudeur était encore la norme, ces confessions publiques avaient eu quelque chose de presque sacré. Le jeu des 1000 francs, un jeu radiophonique qui voyageait de village en village, diffusé depuis la salle des fêtes de communes, souvent minuscule. Toute la France s'arrêtait pour savoir si le forgeron de Corrèze ou l'institutrice de Bretagne allait gagner les 1000 francs. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était une façon de montrer que chaque village de France avait sa dignité, son histoire, sa place dans le grand récit national. Les dramatiques radiophoniques, ces pièces de théâtre jouées devant un micro, avec des bruiteurs en direct, des acteurs de la comédie française parfois, des textes de Molière ou de Feydeau ou d'auteurs contemporains. Vous fermiez les yeux et vous voyiez la scène. Votre cerveau construisait les décors, les costumes, les visages. C'était du théâtre dans votre tête. Et ce théâtre-là était plus beau que n'importe quelle mise en scène, parce qu'il était le vôtre. Le poste de radio, un objet qui mérite une description. Le poste de radio de 1965 n'était pas un objet discret. Ce n'était pas une enceinte connectée de 15 centimètres posée sur une étagère. C'était un meuble, un objet important, encombrant, présent. Les plus beaux postes, ceux des familles qui en avaient les moyens, étaient des meubles en bois vernis,
avec un grand cadran lumineux au centre, des boutons en bakélite noir ou ivoire, et un tissu tendu devant le haut-parleur, souvent un tissu à motifs géométriques, parfois dorés, parfois bordeaux. Ces postes avaient la taille d'une petite valise, et ils pesaient leur poids. Le cadran lumineux mérite une attention particulière. Quand on allumait le poste, en tournant un bouton avec un léger déclic, le cadran s'illuminait progressivement, comme si la radio se réveillait, comme si une vie intérieure s'allumait. Cette lumière chaude, ambrée ou verdâtre selon les modèles, dans la semi-obscurité d'un salon du soir, avait quelque chose de presque magique. La radio brillait dans l'ombre comme une fenêtre sur le monde. Et pour trouver une station, il fallait tourner un autre bouton, lentement, avec précision, et regarder un curseur se déplacer le long du cadran, passant d'un nom à l'autre. Paris, Luxembourg, Monte-Carlo, Europe, Londres, Rome. Ces noms sur le cadran, ces villes du monde entier inscrites sur cet objet domestique, avaient quelque chose de vertigineux. Vous étiez dans votre salon à Lyon ou à Bordeaux, et votre main pouvait atteindre Rome ou Londres. C'était une fenêtre, une vraie fenêtre sur le monde, dans une époque où les fenêtres sur le monde étaient rares, l'imagination comme sens supplémentaire. Il y a quelque chose d'essentiel dans la radio que la télévision a tué et qu'Internet a achevé, la mobilisation de l'imagination. Quand vous écoutiez un feuilleton radiophonique en 1965, ces séries qui duraient des semaines, des mois, avec des personnages qu'on suivait comme des membres de la famille, vous ne voyiez rien. Vous entendiez des voix, des bruits, de la musique, et votre cerveau faisait le reste. Le héros de votre feuilleton préféré avait le visage que vous lui aviez donné. La maison où se déroulait l'action avait la couleur que vous aviez choisie, sans le savoir, la première fois que vous l'aviez imaginée. Les paysages étaient les vôtres, construits à partir de votre propre mémoire, de votre propre sensibilité. C'était une co-création permanente entre l'émission et l'auditeur. La radio ne vous donnait pas un monde fini, complet, fermé. Elle vous donnait des matériaux, et vous construisiez. La télévision donna un monde fini. Internet donna des milliers de mondes finis. Et l'imagination, ce muscle extraordinaire qui se développait à force d'écoute active, commença à s'atrophier, lentement, imperceptiblement, comme un bras dans un plâtre trop longtemps gardé. La radio est le lien familial, une géographie de l'écoute. La radio créait dans la maison une géographie particulière. Certaines pièces, certaines heures, certaines positions du corps étaient associées à certaines émissions. Le matin, la radio dans la cuisine, pendant le petit déjeuner. Le présentateur qui donnait les nouvelles, la météo, l'heure, une voix familière qui vous accompagnait dans les gestes du réveil, tartiner le pain, verser le café, boutonner la veste de l'enfant. L'après-midi, pour la mère qui restait à la maison, la radio en fond sonore pendant les tâches ménagères, les variétés, les feuilletons, les jeux. Une compagnie. Une présence dans le silence de l'appartement vide des hommes partis au travail et des enfants partis à l'école. Le soir, la radio dans le salon, éteinte dès que la télévision prenait le relais. Mais avant, cette heure précieuse entre le dîner et le programme télévisé, où la famille s'installait et écoutait ensemble. Et la nuit, pour les insomniaques, les travailleurs de nuit, les adolescents qui écoutaient sous les draps, avec un petit transistor, ce petit poste portable apparu dans les années 1960. Le transistor, autre révolution, permit à la radio de sortir du salon pour entrer dans la chambre, dans la poche, dans le secret de la nuit adolescente. La radio et la nation, un ciment invisible. Il y a une dimension de la radio de 1965 qu'on oublie souvent, sa dimension nationale, presque politique au sens noble du terme. Quand des millions de Français écoutaient la même émission au même moment, le même feuilleton, le même journal parlé, le même match de football commenté en direct, ils vivaient une expérience simultanée et collective. Ils ne le savaient pas, ils ne se voyaient pas. Mais à ce moment précis, l'ouvrier de Lens et le paysan de Provence et le fonctionnaire parisien et la ménagère de Toulouse partageaient exactement la même chose. Les mêmes mots, les mêmes sons, les mêmes émotions. C'était une façon d'être ensemble
sans être au même endroit. Une forme de communion laïque, quotidienne, invisible. Aujourd'hui, chacun écoute son propre flux, ses propres podcasts, ses propres playlists. L'expérience sonore est devenue radicalement individuelle, et avec elle a disparu ce socle commun, ces références partagées, ces émotions vécues ensemble à distance, ce sentiment diffus mais réel d'appartenir à la même communauté nationale. La radio de 1965 unissait sans contraindre. Elle créait du commun sans imposer de l'uniforme. C'est un équilibre que nous n'avons pas retrouvé. Comment et pourquoi tout a changé? La radio n'a pas disparu, elle existe toujours. Mais elle a changé de nature de façon si profonde qu'elle n'est plus vraiment le même objet. Le premier changement fut l'arrivée de la télévision. Dans les années 1960, la télévision commença à s'installer dans les foyers français, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Le soir, les familles se tournèrent vers l'écran. Les grandes émissions qui avaient été radiophoniques migrèrent vers la télévision, avec des images, avec des visages, avec cette immédiateté visuelle que la radio ne pouvait pas offrir. Le deuxième changement fut la libéralisation des ondes en 1981. Les radios libres, puis les radios commerciales, qui transformèrent le paysage radiophonique français. Des centaines de nouvelles chaînes apparurent. La radio devint un marché. Et dans ce marché, les grandes émissions ambitieuses, les dramatiques, les feuilletons, les émissions culturelles longues, cédèrent la place au format court, au jingle, à la musique en boucle et aux animateurs qui parlaient vite. Et le troisième changement, le plus radical, fut Internet et le streaming. La radio linéaire, celle où tout le monde écoute la même chose au même moment, perdit sa raison d'être principale. Pourquoi attendre 20h30 pour votre émission préférée quand vous pouvez l'écouter quand vous voulez, où vous voulez, autant de fois que vous voulez? L'écoute simultanée, ce ciment invisible, s'est dissous dans la personnalisation totale. Ce que nous avons vraiment perdu. Nous avons perdu la voix comme présence. La voix du présentateur de radio de 1965, cette voix qui entrait dans votre salon, qui s'installait dans votre soirée, qui devenait familière au point qu'on la reconnaissait à la première syllabe, était une présence humaine réelle. Pas une image, pas un avatar. Une voix, rien qu'une voix. Et cette voix seule suffisait à créer un lien. Suffisait à faire que vous n'étiez pas seul dans votre salon. Suffisait à vous faire sentir que quelque part, dans un studio, un être humain pensait à vous et à des millions d'autres, et vous parlait. Nous avons perdu aussi l'écoute active, cette façon d'être entièrement présent à ce qu'on entend, parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Cette mobilisation de l'attention, complète vers le son, vers la voix, vers les mots. Aujourd'hui, la radio, quand on l'écoute encore, est presque toujours un fond sonore. On l'entend sans l'écouter. On la met pour ne pas avoir silence, pour ne pas être seul avec ses pensées. Ce n'est plus une présence, c'est une tapisserie sonore. Et la différence entre une présence et une tapisserie, c'est exactement la différence entre ne pas être seul et se sentir seul.